Ok, ça y est, ça enregistre. Bon, je vous propose de commencer. On peut peut-être attendre 35 remarques, peut-être 5 minutes avant de démarrer ce live donc sur comment rendre ta valeur visible sur ton CV et ton portfolio. Alors, vu que j'ai eu que 2 CV, je pense que je vais surtout parler du CV, mais de toute façon, vous allez voir que les deux sont extrêmement imbriqués. C'est-à-dire que je vais vous spoiler un peu la fin, mais le CV, c'est finalement un teaser, c'est un teasing du portfolio. Donc, je vous expliquerai comment finalement amener les choses dans le CV et ensuite détailler ce qu'il faut dans le portfolio après avoir bien teasé dans le CV. Ok, il est 14h35 chez moi à La Réunion. Chez vous, il est midi 35, j'imagine. C'est parti. Alors, déjà, merci d'être là aujourd'hui pour ce live. Si j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce problème de CV, de portfolio et de valeur, qui est visible ou non, c'est justement parce que j'ai regardé pas mal de CV dernièrement. Enfin, on m'a envoyé pas mal de CV de designers, de product designers et tout. Et en fait, à force d'en voir par dizaines, j'ai fini par me rendre compte de choses assez évidentes, qui sautent aux yeux dans la façon qu'on a de se présenter. Et pour avoir aussi moi-même longtemps lutté pour faire reconnaître ma valeur, je me suis rendu compte que voilà, ça correspondait aussi à une problématique que j'avais eue moi sur comment me vendre. Alors, bien sûr, moi, je suis freelance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis dans le digital depuis 2008, donc ça fait 18 ans. Et j'ai fait, donc j'étais chef de projet web, assistante chef de projet web. Et puis j'ai basculé vers l'UX un peu plus tard, enfin 10 ans, ouais, quasiment 10 ans plus tard. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, quand je me suis rendu compte que les sites internet et les intranets et les logiciels qu'on lançait dans les grosses boîtes où j'étais, ils n'étaient pas satisfaisants pour les utilisateurs et du coup, ils étaient rejetés. Les gens se plaignaient et tout. Et donc, moi, j'avais des salariés en formation que je devais former à leur nouveau logiciel, par exemple. Et je les voyais me regarder avec des gros yeux en mode pourquoi vous avez fait un truc aussi compliqué et puis il manque telle fonctionnalité. En gros, pourquoi vous avez fait un truc pourri comme ça? Il aurait fallu nous demander, il aurait fallu nous impliquer plus tôt. Et c'est comme ça que j'ai découvert la conception centrée utilisateur. Donc ça, c'était en 2011. Et l'ergonomie web, l'ergonomie des interfaces, des interactions homme-machine. Donc voilà. Donc, pour en revenir à notre sujet, donc je disais que j'ai pas mal vu de CV qui sont finalement des CV un peu clones. Alors, c'est pour ça que j'ai mis aussi cette image de Lego. C'est que l'impression que ça donne, c'est que tous ces CV, finalement, ils racontent tous la même chose et qu'on est face à des clones, des personnes qui disent tous, voilà, je fais de la conception centrée utilisateur, je fais des wireframes, je fais des design systems, je fais des tests utilisateurs. Je suis créatif, je suis empathique. Mais au final, si tout le monde dit ça, en fait, on est un peu interchangeable. Donc, une boîte aura beaucoup de mal à dire, c'est cette personne-là que je veux plutôt que celle-là, en fait. Parce que on a tendance finalement à avoir un discours assez générique et très porté sur les méthodes, sur les tâches effectuées, sur les outils qu'on utilise et pas sur les résultats qu'on obtient, les retombées de notre travail, ce que notre travail a permis et non pas ce que notre travail a produit, ce qu'on a produit versus ce qu'on a permis d'obtenir comme retombées mesurables, si c'est possible de les mesurer, si on a pu le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Et rassurez-vous avec ça, moi, je n'ai pas mesuré comment dire, dans mes premiers projets, je n'ai pas du tout mesuré mon impact, mais je vais vous donner des astuces
pour y remédier et quand même montrer que vous avez conscience maintenant qu'un designer doit avoir de l'impact. Avoir de l'impact, ça veut dire avoir, encore une fois, des retombées de son travail et non pas juste produire pour produire. Un design system, des maquettes, des wireframes, des tests utilisateurs, des research repositories, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des choses qu'on produit, mais la valeur, c'est qu'est-ce que ça a permis derrière. Et on parle beaucoup d'impact sur les utilisateurs, puisque nous, on travaille sur l'expérience des utilisateurs des produits. Donc forcément, on va avoir un impact sur l'usage du produit et aussi, par voie de conséquence, sur le business lui-même. Donc voilà, même si c'est vrai que c'est un travail d'équipe et que ça ne dépend pas que de nous, eh bien quand même, on fait partie de cette équipe. C'est un peu comme une équipe de volleyball ou de football. Et s'il y a tel élément, par exemple un passeur dans une équipe de volleyball, si la qualité du passeur est très bonne, eh bien on a plus de chances de gagner le match à la fin. Donc voilà, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour mener l'équipe à la victoire. Donc voilà, est-ce que pour cette petite intro de 10 minutes, de 5 minutes, pardon, est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? Si vous voulez peut-être me dire qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le chat, comme ça, je pourrais aussi orienter mon discours autour de vos besoins et de vos attentes. Alors, Sandra, tu veux partager ton CV? Eh bien, tu peux. Alors, comment tu peux faire? Si tu veux me faire en live là, j'hésite. Bon, écoute, tu vas me l'envoyer par mail. On va faire à l'ancienne. Voilà. Et puis, je le rajouterai sur Miro. Alors, est-ce que vous avez des questions ou vous voulez que je commence à analyser le premier CV? Alors, Dimitar, faire valoriser notre travail même si on n'a pas eu de résultats chiffrés concrets. Oui, oui. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des, enfin, il y a des petits hacks pour quand même, comment j'allais dire? Parce que même si vous n'avez rien mesuré ou que vous n'êtes pas allé au bout de vos missions, moi, ça a été mon cas hein, dans beaucoup de missions, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que moi, comme je ne produis pas de maquettes sur Figma, euh, en fait, je fais essentiellement de la recherche utilisateur et des ateliers de co-conception et des tests utilisateurs. Mais toute la partie maquettage et prototypage, en fait, je ne sais pas la gérer. Donc, je suis obligée voilà, de déléguer cette partie-là. Et, et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, en fait, souvent dans mes missions que j'ai eues, je n'ai pas pu aller au bout parce qu'en gros, on me disait Marie, tu es bien gentille avec tes personas, tes entretiens utilisateurs, voilà, toute ta recherche terrain. On n'a pas le temps. Nous, on veut lancer le produit, on veut développer vite, 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 on veut les maquettes. On veut lancer le plus vite possible en fait pour avoir des retours, vrais retours du terrain, du marché. Et donc finalement, ils ne comprenaient pas l'intérêt de ma démarche. Et moi, j'étais à l'époque aussi très, très obsédée par le process UX, bien respecter toutes les étapes. C'est mon petit côté bon élève qui malheureusement, je me rends compte maintenant à 39 ans, m'a fait beaucoup de tort. C'est-à-dire que moi, à l'époque, à l'école, tout se passait bien. J'avais des bonnes notes, j'avais compris les règles du jeu, entre guillemets. Il suffisait que, voilà, que je travaille, que j'étudie, que j'ai des bonnes notes. Et derrière, on me félicitait, j'étais reconnue par les profs, par mes parents, etc. Et puis finalement, quand je suis arrivée dans le monde du travail, ce n'est pas du tout les mêmes règles du jeu et le décalage, ça a été une grosse claque pour moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que les règles du jeu étaient complètement différentes.
Et que en entreprise, on ne peut pas être la bonne élève qui dit non, mais il faut respecter le process. Alors, on va faire exploration, idéation, génération, évaluation. Et non, en fait, enfin, je perdais les gens quand je faisais ça. Alors, j'arrivais à les embarquer au début, mais rapidement, je les perdais. Et puis, on me disait, en gros, Marie, t'es bien gentille, mais on va pas te garder et on va prendre plutôt la UI designer qui nous fait des belles maquettes sur Figma. Parce qu'elle, elle nous donne la sensation d'avancer et on peut développer avec les maquettes qu'elle nous livre. Voilà. Ok. Alors, Sandra, tu as pu m'envoyer ton CV. Je regarde. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Product designer avec plus de 10 ans d'expérience dans la conception et l'optimisation de produits et parcours digitaux complexes, conciliant vision, produit, pilotage par la data et création de valeur business à travers l'expérience utilisateur. Ouh là 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 là. Alors, ça en fait des choses. Alors, la personne ici a 10 ans d'expérience. Donc, déjà, ça devrait apparaître tout en haut, hein. Senior Product Designer, slash ou trait ou point, 10 ans d'expérience, quoi. Ça devrait sauter à la figure directement. On ne devrait pas être obligé de lire ce texte-là pour le comprendre. Ensuite, alors, l'optimisation de produits et parcours digitaux complexes. J'aimerais bien savoir lesquels concrètement, parce que là, ça ne me parle pas. Et quand ça manque de concret, on a du mal à se projeter. Donc, est-ce que c'était des applis métiers dans le domaine du BTP ou du médical? Faudrait le préciser. Conciliant vision produit, pilotage par la data, création de valeur. Alors ça, c'est les mots typiques des designers. C'est le discours de designer pour designer. Mais il y a quand même un mot qui m'intéresse ici, c'est création de valeur business. Et là, j'ai envie de dire, mais laquelle? Quelle valeur business? Est-ce que tu as augmenté le taux de rétention d'une appli? Est-ce que tu as augmenté le taux de conversion sur un site e-commerce? Est-ce que tu as réduit le churn, les abandons? Voilà, c'est quoi cette valeur business? Alors, souvent, je vois le mot impact et le mot valeur et je les trouve tellement flous, ces termes. À chaque fois, on dit, voilà, j'ai eu de l'impact, il faut de l'impact, il faut qu'on trouve de la valeur, mais on ne dit pas quoi comme valeur, quel impact exactement, et quel indicateur chiffré révélera cette valeur et cet impact. Ensuite, donc en gros, la petite phrase d'introduction, ce que je vois souvent, c'est qu'elle est très générique et qu'elle n'apporte pas grand-chose. C'est dommage parce que cette petite phrase, elle pourrait être vraiment très intéressante. Comment dire? Elle pourrait vraiment vous démarquer les uns des autres, à condition de suivre une certaine trame. Enfin, en tout cas, moi, la question que j'aimerais, comment? La réponse que j'aimerais trouver dans ce paragraphe, c'est j'ai travaillé pour quel type de boîte, qui avait quel type de problème, sur quel type de produit. Est-ce que c'était site e-commerce? Est-ce que c'était une appli B2B, B2C? Est-ce que c'était un logiciel métier complexe? Ça n'a rien à voir. Donc, ça, il faut vraiment le préciser. Et quelles retombées j'ai obtenues? Retombées mesurables. Donc, est-ce que mon travail a contribué à augmenter le nombre d'utilisateurs actifs sur une appli? C'est ça que j'ai envie de voir et c'est ça qui va vous démarquer les uns des autres. Si vous dites tous, j'ai X années d'expérience, j'ai bossé sur des produits digitaux pour améliorer l'expérience utilisateur, je suis empathique et créatif et je cherche la création de valeur et l'impact, vous ne dites rien. Tout le monde dit ça, vraiment. Je ne sais pas si on peut regarder déjà le CV à côté, mais je vous montre juste la petite phrase d'intro sur le CV à côté. Voilà.
3 ans d'expérience au sein d'entreprises tech innovantes. Donc, OK, on commence un petit peu mieux à voir dans quoi elle a travaillé, dans quelle boîte, mais c'est pas encore assez précis là. Est-ce que c'était des grosses boîtes, des startups, des scale-up? Quel secteur? Secteur taille, il faudrait vraiment dire là, ici, entre parenthèses. J'ai développé la capacité de piloter le design de produits complexes de bout en bout, du cadrage après à l'exécution, d'accord, jusqu'au suivi des résultats. Mais lesquels? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On fait tous du cadrage, on fait tous de l'exécution plus ou moins haute fidélité. Hein, on travaille tous sur des parcours de bout en bout. Je veux dire, ça ne sert à rien de le répéter, ça. Ça ne sert à rien de le dire, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est quel type d'impact tu as eu, dans quel type de boîte, sur quel type de problématique. Je cherche aujourd'hui un poste me permettant d'influencer les décisions produits et de concevoir des expériences qui touchent le plus grand nombre. Donc, influencer les décisions produits, là encore, ce serait bien de mettre des exemples, mais de toute façon, c'est plus intéressant que tu parles de ce que tu as accompli par le passé, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se projeter. C'est parce que tu vas dire, j'ai bossé dans tel type de boîte, telle taille, tel secteur, qui avait tel genre de problématique, et j'ai obtenu tel genre de retombées mesurables post-production. C'est en ayant ce discours-là qu'on va pouvoir se projeter, nous, les recruteurs, les dirigeants, et se dire, bah oui, cette fille-là, elle va pouvoir nous aider parce qu'on a exactement les mêmes problématiques dans notre boîte et qu'on recherche les mêmes résultats, même genre de résultats. Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi des petits retours dans le chat. Ouais. Si je parle chinois, il faut me le dire, hein, parce que moi, c'est vrai que maintenant, j'ai pris un peu l'habitude de voir toujours les mêmes, comment j'allais dire, les mêmes limites sur les CV. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce qu'on a? Careers highlights. Ok, donc là, je vois des highlights. Alors, je t'avoue qu'en anglais, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. La question, quand je vois un CV en anglais, je me dis pourquoi est-ce qu'il est en anglais? Est-ce que tu t'adresses à des boîtes qui sont anglophones euh, ou des boîtes ou des multinationales, des boîtes où il faut absolument maîtriser l'anglais? Voilà. Moi, je t'avoue que ça va ici me freiner, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vises comme entreprise. Tu dis quoi? Senior Lead Product Designer, AI Designer, System Accessibility. Ok. Bon, là, pareil, sur le titre, essayez de retenir ça. Euh, il faut qu'on voit vos... Comment dire? Parce que vous allez tous répéter Product Designer. Donc, si on met tous Product Designer en haut de notre CV, je veux dire, ça ne va pas suffire. Il faut rajouter, tirer le type de produit sur lequel on a bossé, SaaS, appli mobile, e-commerce. Voilà, vous rajoutez les mots-clés du type de produit sur lequel vous avez bossé. Et le nombre d'années d'expérience, c'est beaucoup mieux que de mettre senior ou junior, parce qu'au moins, on sait que vous avez été dans le monde du travail pendant, je ne sais pas, 10 ans ou 4 ans, ou peu importe. Voilà. Donc ça, c'est pour les titres et les intros. Alors ensuite, je vais revenir à ce CV-là. Alors, qu'est-ce que je vois ensuite? Donc, ici, la personne a choisi de parler de ses expériences. C'est le cas le plus classique, hein. On va lister ses expériences. Alors, par ordre antichronologique, donc la plus récente tout en haut, ça c'est bien, c'est une bonne pratique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est relativement clair, hein. Bon, le problème du flou, c'est autre chose. Mais donc, je vois qu'elle a été senior product designer chez HSBC, CCF, ouais, je ne connais pas. C'est important quand les boîtes ne sont pas connues de mettre entre parenthèses le type de boîte que c'est, taille, secteur. Voilà, une start-up dans la fintech, voilà, et même où le nombre de
enfin, start-up dans la fintech, déjà, c'est beaucoup plus clair pour nous. Parce que, en fait, si vous ne faites pas ça, on est obligé d'aller regarder sur Internet. Donc, vous nous obligez à faire une recherche sur Google et donc, on va perdre du temps, quoi. Donc voilà. Ok, donc je regarde juste à côté si c'est un petit peu la même chose. Alors là, on a un bloc compétences en plus. Alors moi, je vous avoue que le bloc compétences, ben, il m'avance pas des masses parce que grosso modo, tous les designers ont les mêmes, comment dire, les mêmes compétences, hein. C'est ce que je disais au début, wireframe, entretien, test utilisateur, voilà, design system, bon, Figma, nanana, enfin, tout ça, je le vois encore et encore et encore et ça ne m'apporte rien. Donc moi, le bloc compétences, c'est pas, en tout cas, je le regarde plus trop. Alors, je sais qu'il y en a qui le font pour les robots, mais voilà, postuler. Enfin, moi, je passe plus du tout par le circuit répondre à des offres d'emploi parce que justement, je veux pas être freinée par des robots et être bloquée à cause de mots-clés comme ça qui sont génériques et qui n'apportent rien. Je préfère, du coup, donc on voit mieux les expériences. Et là, donc là, je vais vous expliquer un autre truc au niveau des expériences. Et parce qu'il y avait le même problème sur le CV précédent. En fait, ce qui se passe dans les expériences, c'est que vous listez des tâches que vous avez effectuées. Définition du langage visuel, conception de tableau de bord, conception des outils internes, pilotage en autonomie, intégrant la recherche, nanana, priorisation du backlog et tout. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'aiderait pour comprendre votre valeur, hein, c'est que vous me disiez la mission chez Leeds, par exemple, hein, là. La mission chez Leeds, c'était ça, je ne sais pas moi, conception d'un nouveau parcours utilisateur, etc. Ou refonte de l'application mobile, ou voilà, la mission et les résultats obtenus. Et vous ne dites pas toutes les actions que vous avez effectuées pour aboutir aux résultats. Parce que ces actions, vous allez les détailler dans votre portfolio. Et c'est ça qui va faire que votre CV, eh ben, il va plus du tout être générique, il va plus du tout ressembler au CV du voisin, puisque vous allez arrêter de parler des méthodes et des tâches et des actions que vous avez faites et des outils que vous avez utilisés, et vous allez parler du pourquoi on vous a embauché, pourquoi est-ce qu'on a mis de l'argent sur vous, en fait, pourquoi l'entreprise a investi dans votre savoir-faire. C'était parce qu'il y avait une vraie mission, une vraie intention derrière business, et ça, il faut l'accepter. On n'est pas là on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas là pour appliquer des méthodes comme des bons élèves. On est là pour en fait aider les entreprises à prospérer et à prospérer grâce à notre expertise en UX, parce qu'on n'est pas des sales, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des devs. Donc notre expertise, elle porte sur la conception des produits et notamment des produits numériques, parce qu'on ne va pas se cacher qu'on est souvent dans la tech. Et donc, finalement, notre but, c'est qu'il y ait des gens qui utilisent les produits que l'on conçoit et qu'on évite de gaspiller du budget en développement de fonctionnalités qui ne vont pas être utilisées, de produits qui ne vont pas être utilisés. C'est ça la réelle attente qu'on a de notre métier dans les entreprises. Ça, j'ai mis des années, mon Dieu, à le comprendre. OK. Donc vraiment, si vous pouvez garder ça en tête, que on vous recrute pour que vous fassiez gagner de l'argent ou économiser de l'argent aux entreprises grâce à votre savoir-faire en conception d'expérience utilisateur, en conception de produits pour l'expérience utilisateur. Est-ce que ça, vous en aviez conscience? Vous pouvez mettre des oui, des non, des pouces. Moi, perso, personne ne m'avait dit ça en formation, hein. Quand j'ai fait mon master en ergo, quand j'ai fait voilà, c'est pas un discours qu'on m'a tenu à l'époque. Et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment eu énormément de mal
à trouver des missions, déjà d'une, et à rester dans les équipes et à me faire renouveler et que ça se passe bien. Finalement, mes missions, elles dérivaient, enfin, elles dérapaient. Elles se finissaient toujours mal, en fait. Elles se finissaient mal parce que moi, je voulais faire de la recherche utilisateur et, et qu'en gros, on me disait, bah, on n'a pas le temps, on connaît déjà les utilisateurs, non, nous, on veut des maquettes. Donc, moi, j'étais hyper frustrée et les clients, bah, ils étaient hyper déçus. Donc, ça ne fitait pas, quoi. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez vécu aussi des choses comme ça. C'est quand même assez douloureux. Et surtout quand on se lance à son compte. Parce que là, alors je vais quand même finir sur cette parenthèse, mais quand on est à son compte, c'est encore plus dur, je trouve, parce que les gens n'achètent pas, enfin les clients n'achètent pas quelque chose s'ils ne voient pas vraiment la valeur ajoutée. Pour obtenir la signature sur un devis que vous faites, un chiffrage ou n'importe, c'est extrêmement difficile si le client ne voit pas qu'est-ce qu'il va y gagner dans tout ça. Donc moi, j'ai essayé des tas de choses, hein, me vendre au tarif journalier, voilà, au forfait. J'ai essayé de faire des packages avec du design sprint et tout. Franchement, j'ai essayé des tas de trucs. Et, mais, mais la leçon, enfin le truc qui est, en tout cas que j'ai compris, et peu importe le format que je veux vendre, c'est que le client n'achètera pas, ne signera pas, s'il ne voit pas la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il va gagner ou économiser de l'argent grâce à mon travail et à l'argent qu'il a investi en moi. En fait, il investit, je dis n'importe quoi, hein, 3 000 € sur Marie Glandus, c'est parce qu'il espère gagner plus que 3 000 € grâce à mon travail. Et ça veut dire que mon travail sur, je sais pas, une appli par exemple, il doit faire en sorte qu'il y ait plus d'utilisateurs actifs sur l'appli et des utilisateurs payants potentiellement. En tout cas, qu'il y ait un vrai retour sur investissement à ma prestation. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? C'est quelque chose de nouveau ou pas? Je veux bien votre retour. Oui, alors je n'ai pas parlé du côté si vous n'avez pas mesuré les retombées, si vous n'avez pas pu quantifier, voilà, évaluer les retombées chiffrées de votre travail. Je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer comment vous pouvez contourner ça de manière astucieuse et qui, à mon sens, montre quand même une forme de maturité du designer que vous êtes. En fait, ce que vous allez faire, c'est que, donc, plutôt que de parler des résultats obtenus, sous-entendu, hein, vous allez parler des objectifs visés, de l'objectif principal visé. Donc, vous avez une ligne mission et une ligne résultat visé. Avec la retombée principale attendue par l'équipe dirigeante à l'époque. Ouais, donc parler des objectifs visés. Alors, je sais que ça va demander un petit travail parce qu'il va falloir se remémorer à l'époque, qu'est-ce qu'on me disait quand on me disait quand je travaillais sur ce projet, etc. Donc, vous vous remettez dans le bain. Hein. Là, par exemple, voilà, chez Squad, en septembre 2022. Voilà, quel était l'objectif réellement attendu et qui n'a peut-être pas été formulé tel quel hein, par les dirigeants, mais que je peux supposer, moi, aujourd'hui, avec du recul, quand on me demandait de concevoir ces 4 plateformes-là, par exemple, si je prends cet exemple-là, qu'est-ce qui était espéré une fois mon travail de conception mis en production? C'est-à-dire une fois que les développeurs ont implémenté mon design, hein, mes recommandations de conception, UX, par exemple. Est-ce que c'est une augmentation du taux de rétention? Est-ce que c'est une baisse du churn? Est-ce que c'est moins de tickets au support? Ça doit forcément être une hausse ou une baisse de quelque chose. Il faut que ce soit mesurable, en fait. Sinon, ça reste très flou. Hein. Par exemple, on me dit parfois,
meilleure visibilité ou meilleure, meilleure notoriété. Voilà. Je vois souvent ce terme dans les CV. C'est très, très abstrait, la notoriété. La question, c'est comment est-ce qu'on la mesure? Donc, c'est ça la vraie retombée. C'est plus de clients qui arrivent sur le site, plus de clients qui, je sais pas, remplissent le formulaire de contact, plus de taux de conversion sur le site internet. Voilà, c'est des choses, c'est ça, c'est mesurable en hausse ou en baisse, en fait. Donc, un repère, quand vous êtes sur la partie résultat ou objectif visé, essayez de penser à hausse ou baisse. Et que ça va vous forcer à être sur quelque chose qui était mesurable et que vous auriez pu potentiellement mesurer. Donc après, vous allez me dire, OK, mais le recruteur, comment il va réagir en voyant ça? Moi, sur un CV, si je vois objectif visé, eh bien, je vais demander à la personne, bon, du coup, ça veut dire quoi? Tu n'as pas obtenu ces résultats? Eh ben, c'est OK de dire non, parce que je ne suis restée que, je sais pas moi, 2 mois ou 4 mois, etc. Mais par contre, j'ai pu faire un bout du chemin vers cet objectif-là. C'est comme, une randonnée, OK, l'arrivée de la randonnée, heu, c'est, c'est une destination bien précise, c'est tout en haut du sentier et vous, grâce à votre travail, vous avez fait, je sais pas moi, un quart du sentier. Donc ce un quart-là, il est quand même valorisable. Je ne sais pas, par exemple, vous avez fait une analyse, du parcours utilisateur et vous avez détecté les principaux freins à l'usage. Donc, vous avez vu quels étaient les principaux pain points, les points de douleur qu'il faut corriger. Et donc, c'est déjà un travail qui a de la valeur et qui ne sera plus à refaire. Donc, quelqu'un peut finalement prendre la suite du chemin et continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'atteinte du résultat qui était, par exemple, je sais pas moi, faire baisser le churn ou baisser le nombre de tickets au support ou des choses comme ça. Bon, je vois que l'heure tourne. Euh, je vous ai fait pas mal de retours ici. Alors ici, contexte, objectif, team, challenge. Alors attention à pas mettre trop de choses. Moi, franchement, je préfère un truc beaucoup plus simple. Alors, je vais vous montrer sur un exemple. Je pense que ce sera plus facile à retenir. Alors, j'ai travaillé avec Louis Bento à l'époque. Et donc, on a reformulé son CV. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? J'agrandis quand même un petit coup. Hop, voilà. Donc, vous voyez, là, on voit tout de suite SaaS et gaming, donc il se démarque. Ce n'est pas un CV clone. 5 ans d'expérience, OK. Et il me met tout de suite la petite phrase qui va bien. J'ai accompagné plusieurs startups et scale-up. Donc, entre parenthèses, Gamercraft, GoJob, Swelo. Alors là, le petit bémol, c'est que ces boîtes, on ne les connaît pas forcément. Donc, ça aurait été plus judicieux ici de mettre le type de boîte, le secteur, voilà, et oui, juste le secteur, en fait. Donc, je sais pas moi, dans la tech, dans la medtech, dans la fintech, confronté à des problèmes d'adoption, de rétention ou de conversion. Donc là, on comprend bien à quoi il a dû faire face. Pourquoi la boîte finalement investissait sur une expertise en fait, hein, quelqu'un pour rectifier le tir. Et mon rôle, structurer le design produit, accélérer le développement et améliorer les indicateurs business clés. Et ça, c'est le plus important. Et il met entre parenthèses matching, engagement, time to market, satisfaction, revenu. Et là, je me dis, OK, là, je vois vraiment sa valeur ajoutée. Il a dû avoir des impacts ici importants et j'ai hâte d'aller les voir sur le reste du CV. Alors, par exemple, je me dis, OK, voyons voir. Gamercraft. Donc, il a travaillé dans une startup e-sport, 15 personnes à Marseille. Ça, c'est cool, ça m'évite d'aller chercher qu'est-ce que c'est Gamercraft sur Internet. Product designer en CDI, d'accord, donc 3 ans.
Mission, refonte complète de la plateforme SaaS plus création de nouvelles fonctionnalités. Donc, je comprends direct qu'est-ce qu'on attendait de lui. Est-ce que c'était de la refonte ou de la conception? En gros, hein, il y a un peu deux voies possibles pour nous, les designers. Soit on va être dans la conception d'un nouveau produit ou d'une nouvelle feature, soit on va être dans la refonte d'un système existant. Ensuite, donc, cette partie-là, constat, action, bah, vous la mettez dans votre portfolio. Alors là, pour le travail qu'on fait, on met tout l'un en dessous de l'autre pour bien avoir toutes les étapes pour bien comprendre finalement ce qu'on était en train de faire là. Donc, constat, parcours de tournoi compliqué, trop d'utilisateurs abandonnés avant la première partie, impactant directement les revenus. Action mise en place face à ce constat, création d'un design system, refonte du parcours joueur, lancement des flash tournaments et d'un e-shop intégré. Et résultat, hausse du nombre de joueurs actifs. Donc là, il a pu mesurer à plus 60%. Ça, c'est un détail, hein. S'il le met pas, c'est pareil. OK. Développement 2 fois plus rapide et les tournois instantanés devenus la principale source de revenus. Ça, c'est énorme pour une boîte. Est-ce que vous voyez que là, Louis, il devient vraiment très, très intéressant parce qu'une boîte dans le gaming qui voudrait avoir aussi, qui voudrait avoir une source de revenus avec ses tournois en ligne, elle se dirait, Louis, il est bien placé pour nous aider sur ce sujet-là, quoi. Donc ça, vous le mettez dans votre portfolio, ce texte en gris, là. Donc, je vais l'enlever pour vous montrer. Comme ça simplifie le CV. Voilà, comme ça, on voit Gamercraft, Startup Nain, Product Designer, mission, résultat. Donc, c'est ça, ce côté teasing, en fait, dont je parlais. C'est que là, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir comment il a obtenu ces résultats. Et ce comment, je vais le trouver dans son portfolio. Il va m'expliquer son procédé, c'est-à-dire les grandes actions qu'il a menées pour obtenir ces résultats. Et donc, en repartant du constat de base, etc. Voilà. Donc, vous avez un autre exemple ici. La même chose ici. Alors, je vois qu'il est 15h16, donc je ne veux pas vous mettre en retard. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder un petit peu dans le chat. Ça me paraît pertinent. Je me demande juste, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'être plus général quand on n'a pas un positionnement précis? Ah, pour répondre à ta question. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Quand on n'a pas un positionnement clair. Alors, le positionnement précis, il va venir du fait que tu as eu des bons résultats dans certains cas. C'est-à-dire que, imaginons, tu as eu plein d'expériences pendant 10 ans, mais des expériences de toutes sortes, très variées, sur du SaaS, mais aussi de l'appli mobile, du e-commerce. Bon, bref, tu t'es allé un peu dans plein de sens différents. L'idée, ça va être de voir ton CV comme un palmarès. C'est-à-dire, ne pas parler de toutes les expériences que tu as eues, mais seulement des plus positives, des plus marquantes, des plus victorieuses. Les plus victorieuses dans le sens prospérité de l'entreprise derrière. Okay. Donc, je prends souvent l'exemple de Rafael Nadal, mais Rafael Nadal, s'il avait un CV, il ne parlerait pas de toutes ses expériences, de tous ses tournois, je veux dire, de tous ses matchs. Il ne mettrait que ses plus grosses performances. Voilà, ses plus grosses performances. Et une performance en tant que designer UX, c'est une mission où on a eu un impact positif sur le produit, son usage, son utilisation. Donc, un impact sur les utilisateurs et en conséquence, un impact sur le business. On a, je sais pas, évité des mois de développement inutile sur une fonctionnalité que personne n'aurait utilisée. Vous voyez? Donc, voilà, pour le positionnement, l'idée, c'est que vous fassiez le tri. Et pour faire ce tri, vous n'allez pas enlever les choses au hasard. Vous allez choisir vos plus grosses performances
et vous dégagez tout le reste. Et c'est OK. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez vraiment pas tout enlever, je sais pas, vous mettez un petit, vous rétrécissez le paragraphe qui parle des autres expériences, mais vous le minimisez pour qu'on voit vraiment les grandes victoires, les grandes performances que vous avez eues. Et donc, en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes niché, c'est-à-dire vous êtes entre guillemets, vous êtes spécialisé sur quelque chose de particulier. Vous avez eu des grosses performances, je ne sais pas, sur les sites e-commerce, par exemple, sur les taux de conversion, par exemple, des tunnels de vente. Et donc, bah, vous avez une légitimité là-dessus. Vous avez une crédibilité sur ça. Et ça va devenir bah, votre positionnement naturel. Ça ne sert à rien d'aller postuler à toutes les offres d'emploi qui demandent, enfin, qui sont sur d'autres sujets. Vous, votre légitimité, elle est sur les sites, les tunnels de vente et les taux de conversion. Donc, ne cherchez pas midi à 14 heures. Je dis souvent aux designers, le meilleur moyen pour qu'on se répartisse le marché, je vois ça comme un gâteau, hein, c'est que chacun prenne sa part du gâteau, mais sa niche en fait. Et moi, je serais ravie qu'on soit chacun spécialisé, enfin qu'on ait chacun une expertise bien spécifique pour que on soit meilleur déjà, et puis qu'on puisse s'entraider, tu vois. Moi, je suis peut-être pas très douée sur les sites e-commerce, et c'est OK de me dire, je sais pas, un tel, il est super doué là-dessus, c'est la référence, et je lui refile les missions qui nécessitent son expertise, et je suis en paix avec ça, je suis OK avec ça. Voilà. Ça sert à rien de rester des clones de toute façon. Ça n'apporte que comment j'allais dire? Du flou sur le marché. Ça fait que, il y a des offres d'emploi où il y a 200 candidatures, et ces 200 candidatures, elles sont clones, c'est toutes les mêmes. Donc en fait, personne n'est content. Le recruteur, il va pas être content parce qu'il va se dire: «Mais je choisis qui parmi ces 200? Ils disent tous la même chose, ils disent qu'ils font des tests, des design systems, des bidules, des Figma. Ça m'avance à quoi?» Donc et puis nous, nous les candidats, on va aussi être tristes parce qu'on reçoit pas de réponse, parce que les temps de réponse sont longs, parce qu'on nous fait passer 10 000 entretiens, on nous fait faire des tests. En fait, cette situation est juste déplorable, mais on peut s'en sortir en travaillant son CV, son positionnement et la clarté, la clarté de chacune de ses expériences. Voilà. Alors du coup, je suis désolée, mais Marie-Lou, je suis restée sur ta question un peu longtemps parce qu'en fait, elle est hyper importante. La plupart des postes de mi-demi nécessitent la maîtrise de l'anglais. OK. D'accord. Alors, c'est pas parce que ça nécessite la maîtrise de l'anglais qu'il faut que tu fasses ton CV en anglais, hein. Est-ce qu'on compte les alternances et stages dans les années d'expérience? Ah! C'est une bonne question ça. Alors moi, je considère que ça fait partie, oui, ça fait partie parce que même en alternance, c'est souvent, 1 an ou 2 ans d'alternance, tu peux avoir eu un impact, positif pour la boîte et pour son business, tu vois? Heu, Peu importe, tu étais là peut-être que 3 jours par semaine, mais je sais pas, imagine que tu as augmenté, un taux de conversion, tu as fait x2 ou x3, je veux dire, oui, ça compte comme comme des années d'expérience. En fait, ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est traduire, à chaque fois que vous avez été en mission, peu importe le format, alternance, CDI ou freelance ou peu importe, il faut traduire cette mission en: «J'ai obtenu tel résultat» ou «Les résultats qui étaient visés, c'était ceux-là et j'ai fait que un quart du parcours, un quart du travail, un quart du sentier et c'est OK». Donc oui, moi je les compte. Secteur banque, oui, 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 nin baisser les risques, éviter des coûts. Ouais, en tant que débutante, c'est mieux de commencer des missions en freelance. Ouh! Grande question. J'ai pas un avis hyper tranché. Je pense qu'il faut pas se formaliser, au niveau du format.
de tes missions. Tu vois, genre, il ne faut pas que tu dises, il me faut absolument un CDI, il me faut absolument du freelancing. En fait, il faut que tu restes ouverte à ce que le marché va bien vouloir te donner, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, si en plus, tu te mets des bâtons dans les roues en disant, non, mais moi, je veux absolument un CDI, alors que peut-être il y a des boîtes qui vont trouver que ton profil est intéressant, mais comme, je ne sais pas, elles n'ont pas beaucoup de budget ou elles ont peur d'investir, elles préféraient commencer par du freelancing, ce qui peut se comprendre en réalité, hein. Ben, tu vois, si tu es fermé au freelancing, ben, ça va effectivement te, te, te bloquer et te mettre des bâtons dans les roues et te faire peut-être perdre des opportunités. Donc moi, je me bloquerai pas sur ça et je resterai ouverte autant que possible, hein. Je ne dis pas que vous devez tous vous lancer en freelance, mais si jamais la boîte, elle vous dit vraiment c'est compliqué de faire un CDI et tout, vous avez aussi le portage salarial qui peut être une alternative. Moi, j'ai commencé par ça d'ailleurs. Et après seulement, j'ai lancé ma micro-entreprise. Le portage salarial, en fait, c'est une boîte intermédiaire donc qui s'occupe de toute la paperasse d'ailleurs. Moi, ça m'arrange bien parce que j'ai la phobie administrative. Et donc, euh, et donc en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Ça vous permet de tester un peu le marché aussi, de voir si vous avez une place sur le marché, de la demande, des clients. Et ensuite seulement de lancer votre micro-entreprise si vous voyez que vous avez des clients, quoi. Voilà, il faut pouvoir décrire l'impact de notre travail pour une personne non designer en quelque sorte. Oui, exactement. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est que on est censé être hyper empathique en tant que designer. Et ben cette empathie, il faut qu'on s'en serve pour se mettre à la place des recruteurs et des dirigeants d'entreprise. Ça suffit d'être obsédé par les utilisateurs only. Il faut qu'on s'ouvre l'esprit maintenant et qu'on se dise, OK, il y a des boîtes, on travaille pour des boîtes et ces boîtes-là, elles ont des enjeux financiers. Euh, on doit se raccrocher à ça. On doit être là pour servir la prospérité des entreprises. Sinon, de toute façon, elles ne nous recruteront pas. Donc, voilà, c'est un peu, on joue le jeu ou alors on va vivre dans la forêt, quoi. Donc voilà, ça c'est dit sur l'empathie. Donc essayez de vous mettre à la place des dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour, bah voilà, pour dire voilà, qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise comprendrait de mon CV. N'hésitez pas à faire des choses comme ça. Moi, je demande souvent qu'est-ce que les milliardaires mondialement connus penseraient de ce CV. Voilà. Donc, voilà, cite les milliardaires mondialement connus. Donc, il met Jeff Bezos, machin, tout ça. Bon. Et il se met un peu à la place d'eux. Bon, ça reste ChatGPT, hein. Il ne faut pas non plus se faire des illusions. Mais du coup, ça vous donne une réponse un petit peu plus précise et plus pertinente, on va dire, que si vous demandez pas ça dans le prompt. Est-ce que sur un CV, on peut retirer la licence, master? Ben, moi, j'ai envie de te dire, oui, tu mets ton diplôme le plus élevé obtenu, parce que ça sous-entend que si tu as eu un master, bah, c'est que tu as bien dû passer les étapes précédentes pour l'avoir. Je veux dire, tu ne peux pas sortir du bac et avoir direct ton master. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser sur les diplômes, hein, parce que c'est pas un diplôme aujourd'hui, je pense que ça ne veut plus dire grand-chose. Ce qui compte, c'est encore une fois l'impact que vous avez eu grâce à votre travail. Quelles retombées vous avez eues sur l'usage du produit et sur les indicateurs business de l'entreprise. C'est tout ce qui compte. On s'en fout que vous ayez été en alternance, que vous ayez un master ou une licence, que vous soyez en télétravail ou pas en télétravail, que vous soyez dans le nord de la France ou à La Réunion, on s'en fout. C'est vos résultats, vos résultats, vos résultats et basta. Ok, et ben voilà. Tu parles de conversion. Quand on est sur des applications métiers, alors ok, je finis juste avec ça et promis après, j'arrête. Sur les applications métiers, donc ce n'est pas les mêmes indicateurs, effectivement. On n'est pas sur l'acquisition d'utilisateurs, puisqu'on n'est pas sur quelque chose qu'on lance sur le marché. On n'est pas sur la rétention, etc., puisque les gens sont obligés d'utiliser l'application métier. Donc, on va être plutôt sur baisse du temps passé sur les tâches par les salariés. Donc, est-ce que grâce à la nouvelle version du logiciel, les salariés passent moins de temps à accomplir telle ou telle tâche?
Est-ce qu'ils font moins d'erreurs de saisie? Ouais, on est beaucoup sur ça, en fait, sur les applis métiers. Bon, il y a probablement encore d'autres, il y a encore probablement d'autres indicateurs. Je vous invite à regarder sur ChatGPT et demander quels indicateurs peut impacter un designer UX, quelles métriques UX et quels KPI business. Vous pouvez même faire le distinguo pour bien comprendre qu'est-ce qui relève de l'impact sur l'usage, de l'impact sur le business. Et voilà, les tickets au support. Merci Dimitar. Ça aussi, c'est en interne, c'est très intéressant d'avoir moins de tickets parce que s'il y a beaucoup de monde qui travaille à lire ces tickets et tout, c'est beaucoup de ressources payées sur des choses qu'on peut éviter. Voilà, il est 15h30, on a dépassé d'un quart d'heure, je suis désolée pour ça. J'espère que ça vous a été utile. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Rapido dans le chat, dites-moi. Merci, ouais. Ah, super, je suis contente. Très, très utile. OK. Vous voyez à peu près ce que vous devez faire maintenant sur vos CV pour pas vous retrouver comme des clones avec tous le même CV, tous le même discours et surtout pas un discours de designer pour designer, mais un discours de designer pour dirigeant. Oui, bravo. OK. Et ben, j'espère vous retrouver très vite sur LinkedIn ou en visio. Il y a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Vous le retrouverez sur mon profil. C'est le cercle des UX à l'affût, si vous n'êtes pas encore dessus. Et ben, j'essaierai de refaire des visios comme ça dès que je peux pour vous aider. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement, n'hésitez pas aussi à me contacter en privé. Je propose des accompagnements sur bah, justement le CV, le positionnement, euh, LinkedIn, et puis reprendre le contrôle de ces missions aussi pour ceux qui sont un peu dégoûtés d'être pris pour des exécutants. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt.